j'ai lancé la diffusion en direct sur Facebook du conseil municipal de la mairie de Clavette, mercredi 25 novembre 2020, donc à 20h30. Avant toute chose, nous avons deux absents excusés, Fabrice Lefebvre et Delphine Dubornay. Fabrice Lefebvre a donné pouvoir à moi, en l'occurrence, Sylvie Guéry-Gazeau. Delphine Dubornay a donné pouvoir à Jean-Jacques Snoek. C'est bien d'accord, Jean-Jacques? Pas de souci. Je vais vous demander un volontaire pour être secrétaire de séance. Qui est d'accord pour être secrétaire de séance? Nathalie Conil. Donc, merci Nathalie. Alors, point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Je vais vous faire une rapide lecture. C'était donc le 14 octobre à 20h30. Étaient donc absents Nadège Bordereau et Antoine Piel. La délibération numéro 1 concernait la désignation d'un deuxième référent tempête. C'est M. Fabrice Lefebvre, candidat, donc, qui a été désigné en complément de M. Bertrand Naud, qui est déjà référent tempête. Voté à l'unanimité. Ensuite, délibération suivante, adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion 17. Donc, le choix s'est porté sur Alliance Vie Grâce à Voix pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. Je vous fais grâce de l'ensemble des clauses et tout, sachant que ça concerne donc une assurance pour les agents communaux titulaires et statutaires, ceux à la fois à la CNA, CNRACL et ceux qui sont à l'IRCANTEC, qui sont également contractuels. Donc le vote, l'accord a été pris à l'unanimité. Délibération suivante, la convention de mise à disposition du service d'éclat log téléservice des déclarations des locations de courte durée avec un avenant. Donc c'est pas de modification par rapport au passé, sauf la nécessité de signer un avenant complémentaire concernant particulièrement le RGPD, c'est-à-dire toute la protection et la confidentialité des données. Donc, voté à l'unanimité. Ensuite, présentation et approbation des redevances d'occupation du domaine public dues par GRDF pour un montant correspondant à la commune de Clavette annuel de 255,26 €, voté à l'unanimité. Puis, délibération pour la désignation au sein de la commission d'évaluation des charges transférées, la fameuse CLECT de la communauté d'agglomération pour des calculs financiers sur la part des dotations et la part que la commune doit à l'agglo pour l'exercice de certaines compétences. Donc, le vote a été exprimé. Donc, j'ai pas de compte, pas d'abstention. À l'unanimité, ont été désignés par le Conseil donc Xavier Lannelongue, représentant titulaire de la commune à la communauté d'agglomération, et suppléant moi-même, Sylvie Guéry-Gazeau. La délibération suivante portait sur une décision modificative pour une ouverture de crédit supplémentaire en investissement autour des travaux des bâtiments scolaires et concerné pour un montant de 4 500 €, donc un complément autour d'un aménagement sur les murs nord et sud des façades, des ravalements de façades et de la protection des nids d'hirondelles. 10 votes pour, Sylvie Guéry-Gazeau, Xavier Lannelongue, Nathalie Conine, Stéphane Beaupoux, Chantal Cherprenet-Quintin, Catherine Neuvial, Fabrice Lefebvre, Bertrand Naud, Brice Gris, Aurélie Douville-Pilot. 2 votes contre, Christophe Miquan, Delphine Dubornay et une abstention, Jean-Jacques Snoek. Ensuite, délibération
Suivante, autorisation pour le lancement des appels à concurrence pour entretien des bernes, des fossés et terrains, entretien de la voirie, nettoyage, entre autres, des caniveaux, entretien des avaloirs, hydrocurage du pluvial, entretien du bac à graisse de la cantine scolaire et balayage de l'ensemble des voies communales. Donc, l'ensemble des marchés arrivant à échéance, je vous ai demandé l'autorisation de relancer des appels à concurrence pour trouver les nouveaux prestataires pour une période de 3 ans, de 2021 à 2023. Donc, l'autorisation a été donnée de remettre en concurrence les marchés à l'unanimité. Ensuite, réalisation d'un prêt à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Un prêt existait déjà pour la partie finale des travaux des billettes qui va permettre la réfection complète de la chaussée, des bas-côtés, des trottoirs, des carrefours, des zones piétonnes et des places de stationnement. Ce prêt d'une durée de 15 ans correspondait à un montant de 286 000 €. Il avait été voté en avril 2018 et je vous proposais de revoter le même prêt, toujours pour une période de 15 ans, mais avec une baisse des taux d'intérêt fixes qui passaient donc de 1,65 à 1,01 donc l'an, assorti donc d'une commission d'engagement. Donc ce vote de réduction, de remise en question des taux d'intérêt à la baisse, donc a été voté 10 voix pour. Sylvie Guérigazo, Xavier Lannelon, Nathalie Conil, Stéphane Beaupoux, Chantal Cherprenet-Quintin, Catherine Neuvial, Fabrice Lefebvre, Bertrand Naut, Brice Grid, Aurélie Douville-Pinot et 3 voix contre, Jean-Jacques Snoët, Christophe Mipquan et Delphine Dubornet. Informations diverses sur la désignation des membres de la commission du contrôle électoral. Donc une liste avait été complétée par rapport à cette commission, donc on va dire électorale. Ont été nommés Jean-Jacques. Alors, parmi les membres, voilà, ont été nommés Catherine Neuvial, Fabrice Lefebvre, Bertrand Naut, Jean-Jacques Snoët et Christophe Mipquan en tant que titulaires. Et ensuite, comme suppléants, Brice Grid, Aurélie Douville-Pinot et Delphine Dubornet. La séance a été levée à 21h38. Est-ce que vous avez des observations sur ce compte-rendu du dernier conseil municipal? Des remarques à faire figurer? Pas de remarques? Comment? Oui. Le compte-rendu relate un scrutin public. Or, c'est un scrutin à main levée qui a été exercé pendant le conseil municipal. Or, dans le règlement du conseil municipal, il est spécifié que le scrutin public doit être demandé par un quart des membres et c'est un scrutin nominatif. Il n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le compte-rendu qui vient d'énumérer ne reflète pas le type de scrutin qui a été exprimé lors du précédent conseil municipal. Sauf que là, on joue un petit peu avec les mots, parce que j'ai demandé individuellement à chaque personne de voter. C'est le règlement. D'accord. C'est-à-dire que le scrutin public doit être demandé par un quart des membres présents et il doit être notifié sur le compte-rendu. Et dans ce cas-là, tu dois t'adresser à chacun de nous nominativement en nous demandant si on vote pour, contre ou abstention. Il n'a pas été le cas vu qu'on a voté à main levée. C'est juste, c'est le règlement que tu as rédigé. Donc, pour chaque délibération suivante, je demanderai individuellement à chacun, mais sur le fond, l'expression des votes est bien juste. Il n'y a pas eu d'erreur sur l'expression des votes. Il n'y a pas d'erreur sur le contenu des échanges et des délibérations. C'est juste que tu veux que je demande individuellement à chacun. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
le vote public, hein, déjà ça doit être notifié sur le compte rendu, il n'y a aucun problème. Hein. C'est quoi le vote public? C'est votre règlement. Hein, Qu'est-ce qu'on appelle le vote public? On ne va pas rentrer dans les discussions vote public. Là, le vote a été transparent, clair, le contenu est bon, les voix exprimées reflètent la réalité. Donc, je vais proposer de passer au vote cette approbation du compte-rendu. Donc, ta remarque va figurer dans le point numéro 1. Je vous demanderai donc, est-ce que des gens veulent qu'on fasse un vote nominatif ou autre, ou est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue pour voter ce premier point, même à main levée ou simplement, directement? D'accord. Donc, je mets à l'approbation le compte-rendu du dernier conseil municipal. On a bien retenu que le compte-rendu était bon, l'expression des votes était bonne, que c'est simplement sur la forme que tu demandes à ce qu'on précise à chaque vote si on... C'est-à-dire que lorsqu'il y a un vote public, le nom de chacun des élus avec son vote doit figurer. Oui. Lorsque c'est un vote à main levée, c'est uniquement 10 votes pour, 5 votes contre. Non. 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 Non, c'est la loi. Je suis désolé. Non, c'est la loi. La loi, à partir du moment, écoute-moi, à partir du moment où un élu vote ou s'abstient, son nom peut figurer au compte rendu. Je suis désolé, c'est la loi. C'est faux. C'est pas noté sur le règlement du conseil municipal. C'est un débat que nous avons maintenant depuis 2 mandats. Je veux dire, donc clairement, on va passer au vote, on va faire une relecture, voire un toilettage du règlement du conseil municipal. Je ne pense pas que ça justifie qu'on perde beaucoup de temps, tant que l'expression, les textes, tant que le nombre de voix et que la démocratie s'est exprimée complètement autour de la table. Bon, on est bien d'accord. Tu ne le mets pas en compte, tu n'es pas tout à fait d'accord sur la forme, le fait de nommer implicitement à chaque fois les votes contre et les abstentions, ou alors tu voudrais qu'à chaque fois on fasse du vote nominatif individuel. D'accord, mais j'exprime correctement ce que tu viens de dire, on est bien d'accord. Donc, on va passer au vote, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Alors, des votes contre. Donc, un vote contre Christophe Miquane. 3. Delphine Dubournay, Jean-Jacques Snoek et Christophe Miquane, pour un problème de formalisme et pas de fond. Des abstentions, des votes pour. Donc, et l'ensemble des autres membres présents. Donc, pour. Alors, en préambule, je vous donne les informations suivantes qui concernent donc la crise sanitaire, donc en application de la dernière loi du 19 novembre 2020, afin de respecter les mesures correspondant à cette loi, le conseil municipal se déroulera en l'absence de public, mais des moyens de retransmission ont été mis en place à travers donc le live Facebook. En cette période de reconfinement, l'assistance au débat des organes délibérants ne constitue pas un motif d'autorisation de sortie dérogatoire. La réunion se déroule donc nécessairement en l'absence du public, mis à part le cas échéant les journalistes. C'est le cas aujourd'hui, ce soir, avec la présence de M. Galtier, correspondant du journal Sud-Ouest, présent à la séance de notre conseil municipal. Les débats donc, sont retransmis en direct sur le compte Facebook de la commune de Clavette. Un arrêté a été pris en date du 18 novembre 2020, un arrêté refusant le... Pour votre information, cet arrêté numéro 18 11 20 20 75 AP, donc je vais vous en donner lecture, c'est plus simple.
est un arrêté qui nous avait été demandé par l'agglomération pour statuer sur le transfert du pouvoir de police administratif spécial du maire de la commune en direction de l'agglomération. Donc, pour votre information, un arrêté a été pris qui fait opposition au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de circulation et de stationnement sur la commune de Clavette, de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique pour les exploitants de taxis ou pour les éventuels déménagements et travaux, de sécurité dans les établissements recevant du public à usage total ou partiel d'habitation, de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation, de procédures de péril et des édifices donc menaçant ruine. Cet arrêté donc, a été envoyé à Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, Jean-François Fontaine. C'est un arrêté réglementaire que nous devons faire ou ne pas faire en début de mandat. Nous pourrions choisir de renoncer à tous les pouvoirs de police, mais il faut, et c'est obligatoire, que l'ensemble des communes de l'agglomération, donc les 28, décide de transférer au président de l'agglomération l'ensemble des pouvoirs de police des maires des 28 communes. Ce qui n'a pas été le cas, et ce qui n'était d'ailleurs pas souhaité, c'est juste un écrit réglementaire qui a été adressé donc, au président de l'agglomération. Donc vous avez lecture. Une dernière chose aussi dans le préambule, information coronavirus. En date du 20 novembre, la communauté d'agglomération constate une régression, une baisse de l'impact Covid sur la population de l'agglomération de La Rochelle. Nous avons encore actuellement, nous avions en date du 20 novembre, 34 cas à l'hôpital de La Rochelle, dont 14 en réanimation. Une partie de ces 14 étant des personnes étrangères d'autres régions qui avaient été envoyées pour décharger les services d'autres hôpitaux sur l'hôpital de La Rochelle. Donc, il y a également une très bonne collaboration entre l'hôpital de La Rochelle et du coup la clinique Atlantique qui accepte de couvrir une partie des hospitalisations et interventions autres que Covid derrière. Donc, malgré tout, nous sommes quand même impactés. Clavette est assez privilégiée. Donc, espérons que ça va durer. Mais je vous félicite tous et nous pouvons féliciter la population pour, on va dire, toute la bonne volonté et tous les soins qu'elle met à rester le plus possible confinée, à éviter de se mettre en danger malgré les moments de beau temps où beaucoup de personnes aiment à se promener dans notre belle campagne autour de Clavette ou à l'intérieur de Clavette. Voilà pour votre information générale. Alors, première délibération, c'est une demande de subvention au titre du produit des amendes de police en matière de voirie. Donc, c'est une demande de subvention au département concernant donc toujours le chemin des billettes, puisque la phase enfouissement des réseaux se travaille, le travail pluvial, assainissement ou autre, donc est en bonne voie. Il y a en prévisionnel, nous attendons les confirmations définitives, un espoir de fin de chantier fin juin ou juillet 2021. Un appel d'offres va être lancé par le syndicat de la voirie pour la dernière tranche de travaux qui va être lancé le 15 mars. Enfin, pour commencer des travaux le 15 mars, qui va être lancé là en janvier, avec donc une mise en concurrence de façon à sélectionner une entreprise, démarrer les travaux le 15 mars et terminer les travaux suivant les conditions climatiques, bien évidemment, entre fin juin et fin juillet. Dans la
donc un gros dossier de chemin de Villette et pour faire tout un aménagement des stationnements ou autres et des bas-côtés, nous avons encore la possibilité de demander des subventions supplémentaires dans le cadre des amendes de police. Le montant des travaux correspondant à toutes les places de stationnement prévues, présentés par le syndicat départemental de la voirie, dans tous les éléments chiffrés qui nous ont été communiqués déjà dès 2018, font état d'un montant total hors taxe de 36 491,80 €. Le conseil départemental, au titre des produits des amendes de police pour la réalisation de parkings, peut autoriser une subvention de 40% de ce montant, donc des 36 491,80 €, sachant que l'ensemble global pour eux est plafonné à 60 000, ce que nous n'atteignons pas sur ce projet. Donc j'ai besoin de votre accord pour décider de solliciter auprès du département donc un dossier de demande de subvention, donc 40%, sur 36 491,80 €. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la question, enfin un sujet ou autre? Nous avons déjà l'année dernière demandé également des subventions au département pour d'autres aménagements, entre autres les trottoirs, l'accessibilité. C'est la phase finale des demandes de subventions pour accompagner donc un dossier global dont nous n'avons pas encore complètement le montant final, mais Xavier peut déjà nous dire un peu disons que les parties qui ont été engagées, à part le pluvial qui a été pris en charge intégralement par l'agglomération, concernent donc le SDER, une participation aux travaux d'enfouissement et à l'éclairage public, concerne France Télécom également. Tout à fait. Et l'eau potable également. Les travaux sont terminés. Et là-dessus, ça a été pris en charge complètement par le syndicat des eaux, l'ARES. Donc, nous n'avons pas eu de facturation sur l'eau potable. C'est tout pour le moment. Et c'est tout pour le moment. La fibre, donc via SFR, donc tout ce qui est câblage, fibre optique, etc., est pris en charge par l'agglomération également. Donc, en fait, on était globalement sur un 75 000 € au niveau de France Télécom. Ensuite, le SDER, un peu moins, on était plutôt sur 50 000 €, mais étalé avec un crédit sur 5 ans, avec un crédit gratuit, enfin sans taux d'intérêt. Donc, la partie la plus importante et la plus coûteuse reste à faire. L'appel d'offres va être lancé en janvier. C'est vraiment la couche de surface. La couche de surface, nous avons prévu de la financer en partie par notre autofinancement communal. On serait de l'ordre entre, on ne sait pas exactement, c'est un appel d'offres qu'il a été estimé aux alentours de 420 000 € TTC. 474 000 très exactement TTC. Je dis bien TTC. Sachant qu'on récupère, c'est de l'investissement, on récupérera de la TVA de toute façon dessus. Nous avons voté donc un prêt à 286 000 €. Nous avons également donc un prêt auprès de la Caisse d'épargne donc à 286 000 €. Nous avons de l'autofinancement qui nous permettent d'amender aussi. Et nous avons, n'oubliez pas, la possibilité également de demander la participation du fonds de concours de l'agglomération pour tout ce qui est équipements communaux. Le fonds de concours était au dernier mandat de 150 000 €. Il est en train d'être recorrigé, toiletté avec un ensemble d'autres fonds. Par exemple, la revitalisation en fera partie, ou les équipements photovoltaïques également qui en feront partie aussi. Donc, on aura toujours la possibilité d'équilibrer les travaux des billettes avec l'ensemble et l'autofinancement et le prêt caisse d'épargne et une demande auprès du fonds de concours de l'agglomération. Voilà. Je vais faire tourner pour la signature les dossiers. D'autres questions ?
Donc, nous allons passer au vote pour la demande de subvention donc, au titre des produits des amendes de police en matière de voirie pour le chemin des Billettes, pour la réalisation des parkings. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? En totalité. Donc, unanimité pour la demande de subvention. Merci. Merci beaucoup. Nathalie va nous présenter rapidement, donc, enfin rapidement, elle va prendre le temps de nous présenter, comme elle veut, donc la délibération suivante. Présentation au niveau de la participation au projet d'école de ferme pédagogique et remplacement de l'ancien projet. Madame le maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération numéro 2206-202-04 du 22 juin 2020 relative à la présentation et au vote de la participation au projet d'école 2020. Elle explique en raison du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19 qu'il n'a pas été possible de concrétiser les sorties scolaires pour l'année 2020 et 2021. L'équipe pédagogique a dû réétudier ce projet afin de respecter le protocole sanitaire, à savoir projet de ferme pédagogique, animation au cours des aliments, accompagné par le comportementaliste. Il est prévu 2 interventions, la première organisée en 2020 et 3 interventions en 2021. La participation de la commune s'élève à 300 €. Le budget prévisionnel de 2020 étant déjà crédité de 2 500 € pour les projets antérieurs, il n'y aura donc pas besoin d'ouverture de crédit. Madame le maire demande au conseil municipal de délibérer d'accepter Antoine Piel. financière de 300 € au projet de ferme pédagogique, c'est-à-dire que les crédits sont inscrits au budget 2020. Donc, simplement, nous avions voté une somme assez importante à l'époque pour des sorties scolaires qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc, Nathalie vous propose d'accepter le remplacement de ces sorties scolaires donc, qui étaient créditées de 2 500 € par un budget bien inférieur de 300 € en remplacement à travers donc tout ce qui est ferme pédagogique. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Donc, unanimité. Merci beaucoup. Brice Grit, donc une décision modificative au budget primitif en investissement autour d'une opération patrimoniale. Vas-y, oui. Décision modificative numéro 02 au budget primitif 2020, opération patrimoniale à la ligne 41, chapitre 41, pardon. Exposé. Madame le maire informe l'Assemblée que suite à une demande de la trésorerie, la commune de Clavette est dans l'obligation de faire des écritures patrimoniales au sein de l'inventaire communal. Ces écritures sont des transferts d'imputation entre des lignes d'inventaire. Cependant, pour pouvoir réaliser ces opérations, il est nécessaire d'ouvrir ces crédits au chapitre 41, opération d'ordre au sein de la section, en dépenses et en recettes, dans la section investissement, pour un montant global de 50 067,24. Madame le maire présente la décision modificative numéro 2 au budget comme suit. Alors, DM2, opération patrimoniale. Chapitre 41. Oui. Section d'investissement, 25 novembre 2020. Alors, dépenses, au titre des dépenses, donc en article 215.100, enfin 215.1, pour les 50 067,24 et au titre des recettes, à l'article 203.1, pour 50 067,24. L'équilibre de la section d'investissement se fait désormais ainsi, en dépenses réelles d'investissement 171 951,49, en dépenses d'ordre d'investissement 50 067,24, donc un total de dépenses d'investissement de 222 018,73. Au niveau des recettes réelles d'investissement 69 165,36
les recettes d'ordre d'investissement de 152 853,37, un total de recettes d'investissement de 222 018,73. L'équilibre de la section de fonctionnement reste inchangé. Madame le maire demande au conseil municipal de délibérer et d'approuver la décision modificative numéro 2 au budget 2020, détaillée dans le tableau ci-dessus, et de dire que les documents budgétaires sont joints à la présente délibération. Juste pour vous expliquer de quoi il s'agit rapidement, donc la trésorerie nous a demandé de faire une inscription d'équilibre, puisque ça passe aussi bien en recettes qu'en dépenses, sur des frais d'études de voirie qui datent, si je me souviens bien, de 2018 ou 2019. Études, oui, des études Des de frais, 2018. Oui, oui. des frais d'études de voirie, histoire de les rentrer en recettes comme en dépenses. Enfin, c'est très neutre au niveau du budget, ça ne change pas grand-chose. En fait, le but de la manœuvre, c'est d'avoir une image fidèle, complète et sincère, d'avoir en termes de ligne budgétaire une valorisation et une démarche forcément de qualité comptable. Voilà. Donc un souci d'exactitude et de qualité comptable qui fait figurer sur l'ensemble de tous les documents de la commune toutes les opérations conduites par la commune. Et c'est donc ces études-là. Des questions? Des votes contre? Alors, 3 votes contre. Donc, Jean-Jacques Snoek, Christophe Miquane, Delphine Dubournet. Est-ce que vous souhaitez que nous fassions un vote nominatif? Bon, nous allons donc passer à un vote nominatif. Donc, je rappelle, donc on votait contre Jean-Jacques Snoek, Delphine Dubournet et Christophe Miquane. Donc, des abstentions? Des votes pour? Donc, Antoine vote pour. Cathy vote pour. Nathalie vote pour. Aurélie vote pour. Chantal vote pour. Bertrand vote pour. Xavier Lannelongue vote pour. Brice Creed vote pour. Donc, Nadège Bordereau vote pour. Stéphane Beaupoux vote pour. C'est juste un rééquilibre de comptabilité à la fois en dépenses et en recettes qui ne change en rien le budget municipal. Alors, délibération suivante. Convention cadre relative à la surveillance et à la maîtrise foncière entre la SAFER Nouvelle-Aquitaine et la commune de Clavette. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la voie cyclable entre Saint-Rogatien, Clavette, La Jarrie, qui va d'ailleurs jusqu'à Croix-Chapeau, est inscrite dans les axes prioritaires de l'agglomération de La Rochelle, qui prend intégralement à sa charge, en tant qu'axe prioritaire, 100% des travaux d'aménagement. Un premier aménagement a été fait sur une voie provisoire qui part de l'arrêt de bus de la ligne, le terminus de la ligne 8, donc à Saint-Rogatien, avec là où arrive la voie cyclable déjà existante, qui va en direction de la départementale 108 sur l'ancienne voie, on va dire l'ancienne départementale, et qui, pour l'instant, suit les chemins ruraux en descendant via la butte du Pas du Loup et ensuite via le chemin du Chapitre. L'agglo nous a construit des bandes centrales sur ces chemins ruraux, à peu près 1,10 m de large au milieu du chemin, provisoirement, en attendant que nous ayons fait toutes les acquisitions foncières. Le but étant, pour la communauté d'agglomération, de construire une piste cyclable qui serait donc en bordure de 108, donc qui serait donc
saine et sauf pour les cyclistes sur lesquels il n'y aurait pas de circulation, de traversée ou autre, y compris d'engins agricoles, qui pourraient être également éclairés la nuit en fonction de la circulation, sachant que l'hiver, il fait nuit tôt, il peut y avoir des personnes qui rentrent du travail, puisque les axes prioritaires sont des axes qui sont dans le cadre des trajets domicile-travail. Nous avons fait l'acquisition de toutes les parties entre Clavette et la Jarrie. Nous avons commencé une acquisition sur la partie Clavette-Saint-Rogatien, mais vis-à-vis de certains agriculteurs qui sont à la fois propriétaires et exploitants, le simple dédommagement ne suffit pas. Le simple fait de leur acheter, même cher, un bout de terrain pour faire passer en bordure de haies, en bordure de 108, une voie cyclable qui serait à l'abri, justement, ne suffit pas. La SAFER se propose de nous accompagner sur un petit bout, donc qui concerne cette partie, on va dire, massarde Saint-Rogatien, pour, en plus donc, des acquisitions qui restent à la charge de la commune, proposer aux agriculteurs qui considèrent avoir une perte après d'exploitation réelle dans la disparition de ce bout de terrain, des compensations en leur proposant d'autres terrains agricoles ailleurs, à proximité, avec leur accord. Donc la SAFER est d'accord pour nous accompagner pour les acquisitions qui posent problème ou qui sont plus compliquées et nous a proposé une convention cadre, une convention type de l'ordre de toutes les conventions qu'elle propose, sur un périmètre d'application évidemment de veille foncière très déterminé puisqu'elle est uniquement sur une partie du trajet, donc Saint-Rogatien-Clavette, et pas sur la totalité, sur la moitié du trajet, là où les difficultés vont être plus réelles vis-à-vis de propriétaires exploitants qui estiment perdre aussi du chiffre d'affaires. Et je peux vous la lire si vous voulez. Elle se charge de toute la prestation, non seulement de veille, mais également, puisque la SAFER dispose d'un levier important pour toutes les cessions de terrains agricoles, c'est elle qui arbitre tous les échanges, les ventes, etc. de terrains agricoles. Elle se substituera à la commune de Clavette dans la prestation de négociation foncière et dans le recueil de promesses de vente pour le compte de la commune. L'acquisition et le portage par la SAFER des réserves foncières sera fait également pour le compte de la commune de Clavette. Donc, la CDA est d'accord sur ce type de convention. La Chambre d'agriculture, évidemment, est partenaire de la SAFER. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de... Évidemment, c'est une convention payante. Je vais vous donner un peu... Elle n'est pas très chère. Elle nous permettra surtout de débloquer vis-à-vis de certains propriétaires agricoles derrière, donc les bouts de terrain manquants dans l'établissement et la création de cette voie cyclable protégée, éclairée et le long de la départementale 108. Donc elle va conduire toutes les missions jusqu'à la signature ou éventuellement en cas d'échec. Ce que nous n'espérons pas parce que ça retarderait d'autant la construction définitive de l'ensemble de la voie cyclable. Vous avez on vous avait envoyé la convention SAFER, donc vous avez eu le temps de la lire. Est-ce que vous avez des questions? C'est sur des conventions assez longues, complexes et tout, autour des prix de rétrocession, autour... Là, en ce qui concerne notre cas particulier, c'est surtout nous donner mandat pour un financement au titre de la convention pour accompagner, enfin dédommager la SAFER sur le temps déployé pour rencontrer et négocier avec les agriculteurs concernés. Le montant de 300 € hors taxe sera facturé par dossier. Dans le cas où un accord amiable
ne pourrait être obtenu, ainsi que s'il y avait abandon de projet ou repousser le projet à une date ultérieure. Sinon, c'est un montant minimum de 500. Dans notre cas, on est à 500 € hors taxe par promesse ou convention de vente. D'accord ? Des questions complémentaires ? Oui, il me semble que moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils ont le droit de préempter, et pour moi, c'est un passage en force. Je ne comprends pas ta question. La SAFER a toujours eu le droit de préempter. Oui, toujours. Ils vont avoir le droit de préempter les terrains sur lesquels les propriétaires ne veulent pas vendre ou veulent avoir quelque chose de plus. Et pour moi, c'est un passage en force. Mais il n'y a pas de préemption là. La loi donne aux SAFER oui, mais le droit de préempter. La loi donne aux SAFER le droit de préempter tous les terrains agricoles sur toute la France depuis très longtemps déjà. Cette convention ne dit pas ça. Cette convention dit clairement que la SAFER, sur demande de la commune de Clavette, va se substituer dans les négociations avec les agriculteurs, va se substituer à la commune pour négocier avec les agriculteurs. Elle ne dit pas qu'elle va préempter à la place de la commune et pour la commune. Ça n'est pas ce qui est écrit. C'est marqué dans la convention qu'il y a le droit de préempter. Mais ça, la SAFER a toujours le droit de préempter. Donc ça c'est un peu normal. Mais on va dire que la convention que nous établissons avec la SAFER, c'est pour qu'elle négocie à notre place sur quelques terrains. La seule différence entre nous, quand nous achetons un terrain à des agriculteurs, ce que nous avons déjà fait, ce que nous continuons à faire, nous payons le terrain que nous achetons. Nous négocions, nous nous mettons d'accord en fonction d'un prix moyen des terres agricoles qui est d'ailleurs donné par la SAFER, parce qu'on ne choisit pas les prix qu'on veut pour l'achat ou la vente même de terres agricoles. Un agriculteur ne peut pas décider de vendre à n'importe quel prix des terres agricoles. La SAFER a un droit de régulation par rapport au prix du terrain. Elle l'a toujours eu, elle l'exerce quand elle veut. Je veux dire, personne ne peut s'y imposer ni s'y substituer, mais dans notre cas, en tant que commune, nous ne pouvons qu'acheter. Ce que propose la SAFER, c'est qu'elle achète pour la commune, mais qu'en plus, vis-à-vis des agriculteurs, elle leur propose de leur trouver des terres agricoles en substitution de la partie qu'ils vont vendre et qu'ils accepteront de vendre à la commune de Clavette. Mais le droit de préemption ne s'exerce pas s'il n'y a pas de vente. On n'est pas là, tu confonds avec la DUP. On ne va pas virer les agriculteurs de leurs terres. C'est absolument impossible. Le droit de préemption de la SAFER ne s'exerce que le jour où un agriculteur décide de vendre. Ou de préempter est dans la convention. Mais oui, mais comme la commune de Clavette a un droit de préemption systématique sur toutes les ventes de propriétés privées, donc c'est clair. Mais sachant ça, et c'est normal que la SAFER dise bien clairement qu'elle a un droit de préemption ne s'exerce que quand il y a vente, cession. Là, on ne leur demande pas de veiller 10 ans, 20 ans, 50 ans pour exercer le droit de préemption pour la commune. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de négocier avec nous pour proposer aux agriculteurs une plus-value. C'est non seulement de vendre et de toucher de l'argent de la commune de Clavette, mais en plus d'avoir des terrains en supplément des terrains qu'ils vont perdre pour la commune. Donc là, il n'y a pas la SAFER ne peut pas préempter s'il n'y a pas vente. Comme la commune de Clavette ne préempte pas sur vos maisons tant que vous ne les vendez pas, quoi. Je veux dire, faut pas. Le mot préemption existe dans tous les documents juridiques de la SAFER, puisqu'elle peut. Je ne dis pas qu'elle le fait systématiquement, mais
Elle peut le faire sur tous les terrains agricoles. Mais là, ce n'est pas le but. On ne signe pas une convention pour qu'elle préempte quelque chose qui n'est pas en vente, de toute façon. On signe. La SAFER l'a fait quand ils ont voulu, ils ont préempté les terrains pour la 831, mais ils ont acheté des terrains, Voilà. des terres agricoles. Et mais ils là, ont on acheté est... à des prix qui étaient très intéressants pour les agriculteurs, qui ont vendu pour la 831. C'est pas fait derrière, mais... Et pour la 831, on était dans le cadre d'une DUP, c'est-à-dire là, sur une déclaration d'utilité publique. Ça n'est pas le cas dans notre cas. On n'a pas lancé de déclaration d'utilité publique pour obliger les agriculteurs à vendre. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On a demandé à la SAFER de rajouter un bonus pour les agriculteurs qui seraient d'accord pour vendre à la commune. Mais c'est pour ça que je disais à Jean-Jacques là, que tu confonds avec la DUP. La DUP, une déclaration d'utilité publique, conduit à l'expropriation. Ce n'est pas le cas. Bon, en tout cas, c'est autre chose. Non, d'accord. Donc, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que la commune signe cette convention avec la SAFER pour qu'elle puisse proposer aux agriculteurs vendeurs qui le souhaitent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, agriculteurs propriétaires exploitants, parce que les propriétaires peuvent ne pas être des agriculteurs, mais dans la mesure où c'est de la terre agricole, c'est toujours géré par la SAFER. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous signions cette convention donc avec la SAFER? Voilà, votre nominatif. Votre nominatif. OK. Donc, Antoine, Piel, est-ce que tu es d'accord pour que nous conventionnons avant avec la SAFER? Catherine Neuvial également, Nathalie Conil, Aurélie, Chantal Charprenet-Quintin, Bertrand No, Xavier Lannelongue, Brice Crit, Nadège Bordereau, Stéphane Beaupoux, Moi, non. Jean-Jacques Noëc, non. Et Delphine s'abstient. Delphine Dubournet s'abstient et Christophe... Non. Christophe Miquois, non. D'accord? OK. Très bien, merci. Donc, délibération suivante. Autorisation de signature de l'accord de la collectivité, donc la commune de Clavette, sur la cession d'un bien acquis par l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Donc, en l'occurrence, il s'agit de la Renaudière. Nous avons signé avec l'EPF Nouvelle-Aquitaine maintenant un modèle d'accord de la collectivité sur la cession du bien par l'établissement public foncier. Suite à la convention signée à l'origine le 2 avril 2013 entre l'établissement public foncier, la commune de Clavette et la communauté d'agglomération de La Rochelle, donc les trois signataires EPF, une opération, donc un terrain d'un peu plus de 5000 m² avait été donc préempté par l'EPF, en l'occurrence, pour la commune de Clavette, sur le quartier des Boutiques en plein centre-bourg. Cette convention opérationnelle relative à de la maîtrise foncière vise à créer sur le centre-bourg donc de Clavette, le terrain en particulier de la Renaudière, une opération qui concernait à la fois des boutiques, des services et des logements, à la fois des appartements, dont des appartements PMR, c'est-à-dire pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, donc en rez-de-chaussée, et des cessions de terrain pour quelques constructions éventuelles de maisons individuelles, surtout sur des services également à la population en plus des boutiques. Le projet de la Renaudière, issu de ces années de travail, reprend finalement les préconisations de l'OAP qui a été définie dans le plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération en décembre 2019.
Elle prévoit donc un projet mixte, 17 logements, donc 3 logements T2, non, 4 logements, non, 3 ou 4, attendez, que je vous dise pas, c'est ça, 3 logements T2, 4 logements T2, voilà, on va y arriver, 4 logements T2, 8 logements T3, donc 4 au rez-de-chaussée en PMR renforcé, donc pour les personnes ou à handicap ou âgées, et 4 logements en premier étage au-dessus, également en T3. La maison existante sera réaménagée sur ces 2 niveaux. Donc, le rez-de-chaussée, qui est la partie garage bas, va être retravaillé autour d'une cour anglaise. Et... Il n'y a pas de rez-de-chaussée, il n'y a qu'un sous-sol. Alors, il y a rez-de-chaussée et sous-sol, ça dépend comment tu le situes. Ils vont te faire ce que tu appelles le sous-sol actuel, ils vont le transformer. Ce sont des demi. Alors, tu as un demi-rez-de-chaussée, un demi-sous-sol. Vu comme c'est fait, voilà, c'est semi. Alors là, ils vont justement, ce qui est proposé dans la convention, c'est un ménagement de ce demi-sous-sol et de ce demi-rez-de-chaussée. La partie, donc, demi-sous-sol étant dégagée autour d'une cour anglaise, c'est-à-dire ouverte, transformée avec des ouvertures pour éventuellement une MAM. Et l'espace, le demi-rez-de-chaussée, donc on va dire, sera transformé en espace de coworking à l'étage. Donc cet étage qui n'est qu'un demi-étage. Et 5 parcelles seront réservées pour des terrains à bâtir, mais pour une accession à la propriété sur des tarifs raisonnables et non pas sur des tarifs au-delà, enfin au-dessus du marché. Donc, alors, un permis de construire devra être déposé par l'opérateur qui a été choisi à l'origine suite à l'OAP et suite à la demande de proposition qui avait été faite par l'EPF. Le permis de construire devra être déposé pour le 30 juin, avant le 30 juin 2021. Clairement, nous aurons à travailler dans le cadre avec Xavier Lannelongue, premier adjoint en charge de l'urbanisme, pour après éplucher en détail les différentes propositions de permis de construire, la partie correspondant au suivi que l'agglomération va avoir à faire pour l'étude de ce permis. L'autorisation qu'on vous demande aujourd'hui, c'est une autorisation de signature pour que l'EPF puisse enfin vendre le terrain, sachant que si vous n'êtes pas d'accord pour que l'EPF vende le terrain de la collectivité, donc sur lequel elle a préempté, si vous n'êtes pas d'accord pour qu'elle le cède à un opérateur qui s'appelle EDED Promotion, clairement, ce sera donc à la commune d'acheter le terrain et de faire elle-même l'opération. Les éléments qui nous ont été donnés sur ce dossier présentent donc un détail de prix correspondant à l'acquisition du foncier, très simplement, avec une participation de chacun. Donc le détail, c'était un coût d'achat, donc net TTC de 410 000 € pour 5 090 mètres carrés, avec des frais de notaire, d'huissier, une quote-part de taxes foncières, parce que n'oubliez pas qu'il y a des taxes foncières sur toutes ces acquisitions, sur tous ces terrains, des frais de notaire, des frais de géomètre, des frais d'agence, puisque la préemption avait été faite à une agence immobilière, donc qu'il a fallu dédommager puisqu'elle perdait sa vente. Des impôts fonciers, des assurances, le tout pour une enveloppe globale TTC de 453 448,71 €. Là-dessus,
la cession à l'opérateur se fait sur un montant forfaitaire négocié par rapport à l'équilibre de l'opération, les coûts de construction, suivant le type de revente aussi derrière, c'est-à-dire boutiques, services, différents appartements ou maisons, d'un montant de 336 862,20 €, resté à charge de la collectivité 116 586,51 €, sur lequel donc l'EPF a accordé une minoration foncière de 70 000 €, ce qui fait que nous sommes sur un reste à charge définitif de terrain, d'acquisition de terrain à la cession de 46 586,50 € à la charge de la commune de Clavette. Je rappelle simplement, mais ce n'est pas l'objet de cette délibération, mais que nous avons ensuite la possibilité de travailler non seulement avec les services de l'agglomération, mais à une demande après de subventions éventuelles dans le cadre de la participation autour des opérations de revitalisation des centres-bourgs. Sachant que de toute façon, les subventions que nous pourrions obtenir ne pourraient pas, dans ce cas-là, si c'est de la part de l'agglomération, obtenir 50%. Donc, mais pour l'instant, nous ne mettons pas au vote encore, je veux dire, la demande de subvention. Ça fera l'objet d'un prochain conseil municipal. Là, nous sommes dans le contrat avec l'EPF pour que l'EPF puisse vendre le terrain avec notre accord. Donc, je vous demande d'approuver l'accord de la collectivité sur la cession du bien par l'EPF, donc l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, avec bien sûr le projet, les conditions particulières, les engagements conventionnels, ainsi que les éléments financiers qui nous ont été communiqués et que vous avez reçus, et donc de m'autoriser à signer l'accord de la collectivité pour la cession de ce bien avec l'établissement public foncier. Alors, est-ce qu'on aura... Nous aurons... oui, je vous proposerai lors d'un prochain CM qui se tiendra avant le 9 décembre, puisque nous aurons une autre question à mettre aussi en conseil municipal, un conseil municipal très court avant le 9 décembre, donc de passer donc une demande de subvention, mais nous avons besoin avec la secrétaire générale de contacter les différents services, départements, CDA ou autres, pour voir dans quel cadre exactement demander la subvention. Donc, on ne vous la propose pas à la suite de cette convention. Il faut savoir que le dossier nous est tombé dessus il y a moins d'une semaine. Il y a combien? C'était lundi. Donc, on n'a pas eu le temps encore de faire toutes les recherches de subventions, à part celles dans le cadre de la revitalisation, concernant donc l'option des 46 000 €. Des questions? Pour l'aspect financier. Dans un conseil municipal du 30 août 2016, où qui avait expliqué que la commune de Clavette n'ayant pour mission que la maîtrise de l'aménagement foncier de la parcelle, les finances communales ne seraient en aucun cas impactées par le projet. Or là, tu nous présentes une convention qui impacte la commune de 46 000 €, même si après il peut y avoir une subvention dans un maximum de 50%, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire que la commune serait impactée à hauteur de 23 000 €. Impactée au minimum à 23 000 €, au maximum à 46 000 €. Et de plus, cette affirmation avait été également citée dans vos tracts de campagne électorale. Donc je ne comprends pas trop pourquoi maintenant il y a un revirement de situation et que la commune débourse de l'argent pour ce projet. Alors, je vous rappelle qu'un premier projet avait été soumis, un projet à l'équilibre, je veux dire plus qu'à l'équilibre, un projet qui ne coûtait rien à la commune, un projet beaucoup plus dense, puisque sur 3 logements, il rajoutait du R+2, c'est-à-dire, là, nous sommes sur, en fait, 1, 2, 3, 4,
4 et 4. Nous sommes simplement sur 8 logements avec un premier étage et 5 petites maisons à l'unité avec un premier étage. Le projet qui avait été soumis au conseil municipal, qui avait été soumis également en réunion publique, était un projet, parce que là nous sommes sur un projet de 12 et 5, simplement 17 logements, mais le nombre n'a pas changé au niveau des commerces et le nombre n'a pas changé au niveau des services, donc, puisque nous sommes toujours sur du coworking, voire nous avons un niveau en plus par rapport aux services. Seulement, la densification du projet s'est allégée. Un étage a été supprimé et même en premier étage, le premier projet initial qui avait été proposé à la commune avait beaucoup plus d'appartements puisque nous étions sur un total de 24 appartements, là où nous en avons 12. Ce qui veut dire que l'équilibre financier du projet a changé. L'époque donc, où nous n'avions aucune participation financière absolue à mettre sur des projets un peu plus denses, donc financièrement plus rentables pour les opérateurs, est passée. Nous avons refusé de rentrer dans trop de densification au niveau de cette parcelle vis-à-vis de ces riverains. Nous nous retrouvons avec un projet qui respecte intégralement le cahier des charges, commerce, services pour la population, et qui est assez peu dense, qui respecte également le PMR renforcé, personnes à mobilité réduite, mais aussi personnes handicapées ou jeunes apprentis de la zone de Croixfort. Donc nous sommes restés complètement dans l'esprit du projet, mais nous l'avons très dédensifié, nous l'avons rendu beaucoup plus acceptable à l'échelle de la commune, ce qui fait qu'au niveau de son équilibre financier, il a bien sûr perdu un peu de sa rentabilité financière pour les opérateurs. En l'occurrence, nous avons eu la chance de maintenir ce projet intact dans ce qui était le choix du conseil municipal de la commune de l'époque et encore maintenant. Pas du premier choix qu'on avait. Oui, mais le premier choix... Bien loin le premier choix qu'on avait quand on avait décidé de faire des petites maisons pour les personnes qui souhaitaient vendre leurs maisons qui sont beaucoup trop grandes aujourd'hui. Il est bien loin. Le premier projet... on est exactement sur le cahier des charges de l'EPF. Tu peux le reprendre, ce qui a été défini. Nous avons 5 petites maisons à l'arrière qui peuvent être tout à fait accessibles pour des personnes. Nous avons les appartements. Sylvie, pardon, excuse-moi. Le premier projet n'avait pas une barre de 30 mètres de long. C'était des petites maisons. Non, mais là, tu parles de... Il y avait eu 3 projets proposés. Les 3 ont... Le projet avec les maisons individuelles et le petit jardin commun qu'il y avait au milieu. C'est ça qu'on avait commencé. Non, il y avait... Non. C'était avec Habitat Humanis, ce projet-là, au départ. Oui, mais il n'y avait même pas les petites maisons individuelles, puisqu'on était, comme maintenant, sur la partie avant, adossée au commerce. Nous étions sur des zones, sur de l'appartement. Et c'est simplement sur la partie arrière qu'on avait des maisons. Par contre, il y avait eu 3 propositions de 3 opérateurs différents, si vous vous souvenez au début, avant de choisir Eden et Habitat et Humanisme, et un projet exactement similaire à celui-ci, en beaucoup plus dense. Il y avait eu aussi une proposition, tu as raison Jean-Jacques, qui faisait état uniquement de petites maisons individuelles. Mais ça, c'était Habitat 17, le groupe 3F Immobilier. Il y avait eu 3 dossiers à l'origine. 3 opérateurs avaient répondu à l'appel d'offres lancé par l'établissement public foncier, dont un avec plein de petites maisons individuelles. Mais ce n'est pas du tout ce qui avait été choisi, puisque ce qui avait été choisi conformément au cahier des charges, c'était bien un ensemble de boutiques, d'appartements, de maisons et de services, avec la possibilité même
de mettre ou un pôle paramédical, ou une MAM, ou justement tout ce qu'on appelle là du coworking derrière. Non, le projet en petite maison individuelle, c'était des petites maisons façon toutes pareilles en ligne, façon un petit peu comme on a dans les villes minières. Et ça, c'était un projet 3F immobilier que le conseil municipal n'avait pas voulu retenir et que l'EPF n'avait pas voulu retenir non plus. Est-ce que... Un point de vue, je vais faire le tour un peu de tout le monde, que chacun puisse s'exprimer sur le fond par rapport à ce projet, pour ceux qui veulent s'exprimer sur la question. Antoine, non? Cathy? C'est clair? Nathalie, c'est clair? Aurélie? Je vais être honnête, les investissements immobiliers, j'en fais. Oui. Pour moi, ça c'est un mauvais investissement. Enfin, ça c'est que mon rendu, puisqu'à la finale, on se retrouve à payer 46 000. Au plus, avec les subventions, moins. Mais ouais, effectivement, ça devait être une opération blanche, on se retrouve un peu au pied du mur. C'est ça qui, moi, dans les opérations immobilières m'énerve le plus loin, c'est se retrouver au pied du mur et perdre de l'argent. Et ça, c'est dommage. Maintenant, s'il n'y a que ce projet-là, et par un moment, il faut que ça aboutisse, il faut qu'on dise oui. Donc, il faut accepter de perdre pour gagner. C'est exactement ce que je pense. Ça, c'est une vraie attitude d'investissement immobilier. Il faut accepter de perdre pour gagner. Malheureusement, oui, effectivement, ça doit être une opération blanche. Mais si effectivement on gagne les commerces, c'est voilà, le chalon qui va passer, c'est 13 000 bagnoles lourdes qui vont finalement peut-être s'arrêter dans les commerces. Et voilà, après, en espérant que le Covid ne traîne pas trop pour ces commerces. Mais ouais, il faut accepter de perdre pour gagner. C'est juste dommage qu'on ait fait cette opération et qu'à la finale, elle ne soit pas blanche, l'opération, qu'elle soit un petit peu à part quand même. Donc à voir après, effectivement, en subvention, qu'est-ce qu'on peut avoir. Mais je pense que la perte peut être acceptable au vu des commerces et du coworking et de l'agrandissement de la vette, puisqu'à un moment ou un autre, on est dans 1400 habitants. Voilà, je pense que ça pourrait toujours être intéressant d'avoir un truc paramédical, surtout au milieu seigneurial ou des choses comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est voilà, un avis qui n'engage que moi pour me dire investissement pas. Voilà, Chantal? Moi, je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'à peu près. Enfin, ils ont respecté ce qu'on a demandé. Alors, certes, ils disent que c'est pas rentable si on n'y met pas cette somme-là. C'est dommage pour nous, et les gens qui ne savent pas suffisamment de savoir comment ils ont fait leur fonds. On a une experte au pas. Bon, moi je suis bien contente qu'on arrive à faire cette opération et qu'elle puisse proposer des services et des résultats en PLM. Ouais. Bertrand? Moi, je n'ai pas grand-chose de particulier à dire, si ce n'est que le mieux, c'est de manœuvrer du mieux qu'on puisse pour obtenir des subventions et minimiser le déficit. Si on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est tout. Il faut jouer sur tous les leviers qui se présentent à nous pour minimiser cette perte. Voilà. Sinon, il ne faut pas laisser ce projet à l'abandon, c'est évident. De toute façon, s'il ne se fait pas, on est obligé de tout acheter et on n'a pas les moyens de le faire. Et ben, voilà. Oui. 470 000, c'est pas à la portée de Clavette, c'est clair. Xavier? Oui, moi je pense que par rapport au projet de départ, effectivement, on avait émis tout un tas d'idées. C'était un peu un melting pot de plein de choses qu'on aurait aimé. Il n'y a pas les 100% de ce qu'on a demandé, effectivement, mais je trouve que c'est un très bon compromis. Il y a du service, il y a du commerce, il y a des habitations en PMR, il y a des habitations, on va dire, à loyer modéré.
il y a de la location libre, il y a de la construction libre, et c'est pas une densification énorme. Il y a beaucoup d'espaces verts dans leur projet, il y a beaucoup de place, je trouve ça pas mal. Je préfère ça, effectivement, que retrouver plusieurs bâtiments, parce que c'est ce qui risquerait d'arriver si on avait laissé ce terrain à un promoteur, tout court. Il est bien évident qu'il ne va pas s'embêter à mettre des maisons simples, des maisons isolées sur un terrain comme ça. Ce sont plutôt des terrains où on peut bâtir des bâtiments. J'aurais trouvé ça très dommage. Et le projet, je le trouve pas mal. Effectivement, avec cet espace de MAM où il retravaille en fait tout le volume de cette maison, c'est pas évident parce que quand on voit la maison, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est une maison individuelle qui va être transformée en fait en 2 volumes différents. Je trouve leur projet pas mal. Voilà. J'ai juste un complément d'information aussi à vous donner. On est sur un projet qu'on appelle d'habitat à énergie positive. Donc, on va être également avec du photovoltaïque sur l'ensemble de la partie commerce et après, en fonction du choix des habitants, sur les maisons individuelles. On est aussi sur de la construction qui se veut donc bien au-delà des normes RT 2012 et RT 2020, etc. On est sur de la maison neuve pour et la partie construction logement, petit logement, et la partie habitation à l'arrière, les 5 habitations à l'arrière. Ça, c'est aussi quelque chose que nous n'aurions pas facilement pu obtenir d'un projet immobilier standard. Brice? Oui, je trouve déjà que le projet en lui-même est loin d'être... Tu peux enlever le masque, on t'entend pas. On m'entend pas. Voilà. Je pense que le projet, en fait, à la base, tout au départ, quand j'ai commencé à entendre parler de ce projet, il y avait une crainte que ça soit quelque chose d'assez surdimensionné, de très haut. De ce que j'ai compris, c'est que nous, on a un étage en moins. Oui, un étage en moins. Donc déjà, ça c'était une grosse crainte de certains villageois d'ici. Après, c'est sûr que l'équilibre budgétaire, ils l'ont pas trouvé. Après, ils nous demandent une aide, enfin, une compensation financière pour pouvoir aboutir à ce projet. C'est clair qu'on va en revenir sur l'apport des services, la mixité, la diversification. Ça, c'est très bien. Ma seule question, c'est la réserve du vote du CA qui était hier. Non, le CA a validé les 70 000 € de minoration foncière. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réserve. Donc, c'est parfait. C'est validé. C'était ma seule crainte, voilà, la réserve qui avait été mise. Après, faut bien, à un moment donné, finir les projets qui ont été commencés auparavant. Donc, voilà. Après, forcément, le budget va en pâtir, mais on travaillera pour 2021 pour qu'on soit toujours sur un budget équilibré, sans... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, mais effectivement, je suis agréablement surprise du projet parce qu'il a bien évolué et du coup, je trouve que c'est plus en harmonie avec la commune. Donc, et moi qui habite en face, justement, je trouve que là, le fait qu'il y ait un étage en moins et du fait qu'il y ait moins de logements, il y aura peut-être moins de passages, mais en attendant, je trouve que c'est vraiment harmonieux et non, je trouve que c'est un beau projet, il faut qu'il avance, effectivement. Après, au niveau du budget, il a tout dit, donc non, c'est un très beau projet. Stéphane? Tout a été dit. Ouais. La seule chose que je regrette, mais depuis le début, qu'on n'ait pas pu le faire avec Habitat Humaniste, Oui. on a perdu tout le côté béguinage qu'ils voulaient faire, tous les jardins partagés qu'ils voulaient faire, qu'ils avaient envie de faire, qu'ils voulaient qu'il y ait quelqu'un sur les lieux et que Alors, toutes ces choses-là. On ne l'a pas forcément perdu. On attend par rapport à ça parce que les logements sociaux, donc les 12 logements,
donc les 4 T3 et les... non, les 3... je me mélange à chaque fois. Les 3... voilà, les 4 T2. Les 4 T2 et les 8 T3 donc, sont en fait portés et financés par la Caisse des dépôts et consignations Habitat. Ça a un double avantage, c'est qu'il y aura une gestion qui sera une gestion collective de l'ensemble, déjà, et surtout, l'avantage pour la commune, et il n'est pas négligeable, c'est que nous allons pouvoir toucher dans ce cas-là des impôts locaux, taxes d'habitation si nécessaire et taxes foncières surtout, parce que la CDC Habitat n'est pas un bailleur social, donc n'est pas exempté des taxes foncières. Donc, non seulement on aura une gestion comme ça avec quand même un professionnel de l'habitat, mais en plus, ce que nous n'aurions pas eu avec Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme est un bailleur social reconnu, même s'il est dans une niche collaborative, collective, etc. Lui, les logements qui auraient même été... Parce qu'à un moment, la communauté d'agglomération qui a donc un organisme d'habitat social, donc de logements sociaux, avait prévu de prendre le relais d'Habitat et Humanisme qui ne pouvait plus, n'étant pas basé en Charente-Maritime, obtenir d'aide ou d'accompagnement. Et donc, la communauté d'agglomération, en mettant son bailleur social classique, nous aurait aussi exempté automatiquement de taxes foncières à minima, sans parler d'éventuelles taxes d'habitation. Je dis éventuelles parce qu'avec l'évolution de la taxe d'habitation, ce n'est plus vraiment le sujet. Mais nous gardons l'intégralité de ce qui a été préprogrammé au niveau des revenus de la commune autour de la CFE, la contribution foncière des entreprises, puisque les boutiques et les services donc, versent de la CFE, donc, qui reviennent à la commune, qui sont des impôts locaux. Et sur l'ensemble des logements, nous toucherons de la taxe foncière également. Donc nous toucherons des revenus que nous n'aurions pas touchés de toute façon avec le programme à l'équilibre qui ne nous aurait rien coûté, mais qui, en attendant après, aurait été complètement exempté d'impôts locaux. Je voulais juste rajouter ça. Je ne dis pas que les sommes sont très, très importantes, mais garantissent une rentabilité dans le temps. Vous savez, quand on construit, quand on fait de l'urbanisme sur une commune, ce n'est pas pour 10 ans. Ce sont des choses qui restent très, très longtemps dans le temps. Et la clé était d'essayer de trouver un projet pas trop dense, viable, et qui ne coûte pas à terme à la commune. Or là, je veux dire, on est sur un projet qui a été quand même largement épuré, qui a une vraie acceptabilité, qui en plus a la composante, je veux dire, photovoltaïque, énergie positive. Donc on est presque sur un écoquartier, ce qui n'était pas garanti au départ, ni programmé au départ sur les anciens projets. Donc c'est vrai que même si je regrette aussi que nous ayons à donner une participation de départ, elle est relativement faible et surtout elle préprogramme un ensemble qui va rajouter de la vie et de l'animation dans la commune. Hein. Jean-Jacques, tu voulais rajouter à ce que vous aviez dit tout à l'heure ? C'est simplement le projet, moi je ne l'adhère pas du tout, et c'est pas ce que je voyais comme projet pour le terrain de. C'est pourtant ce que vous aviez voté à l'unanimité à l'époque. Hein. C'est exactement un projet mixte. C'est loin du projet initial sur lequel il est. Très loin. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose également ? Oui, parce que le projet initial, toujours sur le même conseil municipal, c'était l'implantation d'une continuité des commerces existants. C'est le cas. Et un ensemble de logements destinés aux personnes PMR. C'est partiellement le cas aussi, puisque c'est plus de la moitié. Le coworking faisait partie de l'appel d'offres d'origine aussi. Moi, j'ai une question. Du fait que la commune va débourser à peu près 10% de l'enveloppe. Non,
c'est uniquement au niveau du terrain, parce que l'enveloppe globale de construction, c'est bien supérieur. Non, 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 non. C'est pas un investissement. Non, mais la commune, si la commune met de l'argent dans le terrain, l'achat X% du terrain, ça veut dire que la commune va être propriétaire à un nombre de tantièmes. Non, c'est Non. plutôt un investissement d'avenir pour avoir des recettes foncières. Voilà, mais après, c'est aussi pour apporter, pour résoudre un problème, parce qu'actuellement, si on ne fait rien, c'est pas 46 000 euros. 46 000 euros, Sur l'acte de propriété. Non, Ah non, 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 c'est non. une participation. C'est un effort financier que la commune fait vers le promoteur pour pouvoir avoir son projet viable. Et après, derrière, nous, on n'a rien à gérer d'autre. Après, si la commune souhaite investir dans un commerce ou... Que la commune accorde à Eden, en quelque sorte. C'est pas le mot. Ben là, c'est pas que Eden, c'est la Caisse des dépôts et consignations habitat. C'est un service à mener à la population. Bon, enfin, pas tout à fait. C'est le rôle d'un élu aussi. Si on ne dépense rien, ça va nous coûter beaucoup plus cher. C'était pour comprendre. Parce que la MAM, ça sera une MAM municipale, le coworking, ça sera une place municipale. On n'en est pas à ce niveau-là. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Là, on est simplement... quand les discussions vont démarrer sur qui s'installe, comment les équipements sont faits, on fera les commissions nécessaires sur le sujet. Là, nous sommes sur la cession unique du terrain. Revenons à l'essentiel. Là, pour l'instant, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour accorder à l'EPF la signature? Oui. Quand vous achetez une maison, par exemple, vous prenez un investissement de 200 000 euros, vous payez 20 000 euros de frais de notaire. Quand vous revendez cette maison, vous vous dites pas, ouais, je la revends 250 000, vous dites, j'ai fait 50 000 euros de plus-value. Vous vous dites pas, j'ai fait 30 000 euros de plus-value. Parce qu'à la finale, vous ne comptez pas les frais de notaire. Si on ne comptait pas les frais de notaire ou les frais d'agence qui sont inclus là, dans ce montant-là, finalement, on ne fait rien. Ah, moi, quand je fais des achats immobiliers, je compte tout. Il y a bizarrement 80% de la population qui part. Ah, ben après, s'il y en a... Tu comprends le raisonnement. Ah, ben je comprends ton raisonnement. Il y a 80% des gens vont me dire, ouais, moi j'ai acheté 200, je l'ai revendu 250. Ils ne disent pas derrière qu'ils ont payé 10 000 d'agence et 20 000 de notaire. Plus tous les frais d'intérêt bancaire qui font que... Le processus, tu le prends comme tu veux. Mais si tu veux, finalement, si tu prends comme 80% des gens, les 26 000, c'est 26 000 de frais d'agence et de notaire. Parce qu'il y a 16 000 de frais d'agence et 6 000 de frais de notaire. Si tu comptes comme ça, tu n'as pas fait de bénéfice quand tu as vendu ta maison. Là, on est là, putain. Mais on n'est pas là pour faire des bénéfices, on est là. On n'est pas là pour faire des bénéfices. Attendez, on est des élus. On reste calme. On est en train de parler. Ah non, pas du tout. Elle est en train de parler de l'achat d'une maison. C'est complètement différent. Bon, j'aimerais... L'achat de sa maison. Ouais. Mais tu Donc, vois, à la finale, ces 26 000 là sont... À mon avis, il vaudrait mieux pas qu'ils prennent l'exemple parce que... Bah après, c'est à chacun sa réflexion. Mais tu vois, ces 26 000, ça peut être ça, quoi. bon, Donc c'est accepter de perdre pour gagner. À un moment, de toute façon, si on fait rien de ce projet, on fait quoi? C'est du 400 000 pour la Il a commune. peut-être été mal dirigé, il a peut-être été mis dans les mauvaises mains, il a peut-être été... enfin On bon. ne pourra pas le savoir, puisque de toute manière, on est dans le fait accompli aujourd'hui. Bon, enfin, je rappelle que je rappelle quand même que le conseil municipal a eu à plusieurs reprises l'occasion déjà d'accepter le fait de préempter. Enfin, il y a eu plusieurs votes de prolonger les conventions avec l'EPF, d'échanger avec l'EPF sur les différents prestataires, de participer à la rédaction du cahier des charges. C'est quand même un dossier qui dure maintenant depuis plus de 5 ans, avec de nombreuses réunions auxquelles vous avez toujours assisté, en tout cas ceux qui le souhaitaient. J'irai toute seule et vous irez plus.
Mais j'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Les réunions se sont toujours faites. Je veux dire, à la commune. Alors là, c'est entièrement faux. Tu mens puisque tu as demandé qu'on ne vienne plus aux réunions et que les réunions... Non, mais ça, là, je peux pas dire ça parce que de toute façon, en plus... C'est pas toi qui le dis, c'est moi. Je suis sûr de ce que je dis. En plus, c'est un mensonge Ce parfait. n'est pas un mensonge. Ce projet a été porté par le conseil municipal de Clavette. Je peux sortir toutes les délibérations, et il y en a eu plusieurs. Il a été porté du début à la fin, même jusqu'à la fin du précédent mandat. Toutes les réunions ont eu lieu à la commune. Y était présent le premier adjoint qui était en charge de l'urbanisme. Y était présent souvent Jean-Jacques, tu y étais avec Christophe ou d'autres y étaient. Ce projet a été accompagné à distance, sauf que, soyons très clairs, nous n'avons pas choisi, enfin, même le contenu du dossier, du projet lui-même, avec le fait qu'il y ait des commerces, le fait qu'il y ait du PMR, le fait qu'il y ait des services, le fait qu'il y ait de l'habitat pour des jeunes ou pour des personnes donc à loyer, a toujours été voté par le conseil municipal par rapport à ça. Donc, dans cette histoire, le portage de l'EPF est simple, il est transparent, et l'EPF a toujours exigé de toute façon que, dans la mesure où elle travaillait pour la commune de Clavette, les réunions se fassent à la commune de Clavette. Il n'y a pas les seules réunions qui sont faites à l'agglomération, c'était pour la signature tripartie de la part de l'agglomération. Donc, il ne faut pas après prétendre que tu n'étais pas au courant, que tu n'étais pas d'accord. Je peux sortir des votes à l'unanimité dès le début sur un projet tout à fait équivalent à celui-ci, plus dense et moins acceptable pour la population. Ça, il n'y a aucun problème pour sortir les signatures de tout le monde à l'occasion des différentes délibérations. Donc là c'est l'établissement public foncier qui de toute façon ne se permettrait pas de faire des coups en douce ou autre, qui est porté par l'État, la Caisse des dépôts et consignations, et qui respecte un cahier des charges extrêmement strict. Il ne faut pas après faire de la politique politicienne là-dessus. Tu peux regretter que ça ne te plaise pas tout à fait, mais tu ne peux pas dire qu'on a magouillé dans ton dos et le laisser sous-entendre. Le laisser sous-entendre. Il n'y a pas eu plus de réunions que celles auxquelles tu as toujours accepté jusqu'à la fin du mandat. Là, y a pas... Là on a eu... Toujours, il en a même refusé. Moi, oui. Je me souviens d'une réunion qu'il y a eu où M. Laribaud à l'époque et M. Snowek et M. Mikoan étaient invités et où ils ne sont pas venus. Bon, après, s'ils choisissent de ne pas venir, mais en tout cas, ces réunions ont été... Bon. Donc, nous allons passer au vote pour l'autorisation de signature de l'accord de la collectivité sur la cession du bien qui appartient à l'établissement public foncier, je le rappelle, de Nouvelle-Aquitaine, et qui donc a choisi de le céder. Et donc, il nous faut un vote du conseil municipal. Est-ce que vous voulez un vote nominal? Ça serait peut-être bien aussi. Antoine Piel. D'accord. Catherine Neuvial, Nathalie Conil, Aurélie Douville, Chantal Cherprenet-Quintin, Bertrand No, Xavier Lannelong, Brice Gris, Nadège Bordereau, Stéphane Beaupoux, ok, Jean-Jacques, non, Delphine Dubournay, non, Christophe Mikoan, contre, voilà. Donc, merci. Alors, est-ce qu'on peut distribuer partager un peu les PCS, Plan communal de sauvegarde et DICRIM, et ça sera notre dernière... c'est pas vraiment une délibération, c'est une information diverse. Avant, je voudrais juste dire que... avant qu'on finisse par le PCS et le DICRIM, je voudrais juste vous informer que
le conseil municipal qui sera programmé juste avant le 9 décembre, qui sera un conseil très court, traitera d'une demande de subvention pour l'EPF et traitera également justement dans le cadre du règlement intérieur du conseil municipal de Clavette, il traitera des comités consultatifs. Nous avons choisi en début de mandat de créer des comités consultatifs pour débattre de problèmes d'intérêt communal, de questions ou problèmes d'intérêt communaux d'ailleurs, surtout sur une partie du territoire. Donc ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, donc qui peuvent être aussi des représentants d'associations locales ou des riverains, donc au niveau de certaines zones sur lesquelles il peut y avoir entre autres des projets urbains comme la Renaudière. Donc nous pouvons aussi créer un conseil consultatif qui invitera des riverains, invitera des associations. Chaque comité est présidé par un membre du conseil communal. Je vous lis l'article 9, un comité consultatif de notre règlement intérieur. La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs doivent être fixées par délibération du conseil municipal. Donc on va faire une petite préparation par rapport à ça. On vous contactera pour discuter ensemble qui on prend, est-ce qu'on limite la taille, est-ce qu'on laisse open bar, etc. Comment ça fonctionne, comment on veut faire fonctionner les comités consultatifs. Et donc on le passera, on va discuter avant de ça et on le passera au vote en même temps que la demande de subvention pour la Renaudière. Donc c'est pour ça, je vous invite à réfléchir à la question. Et on travaillera avec Xavier qui aura besoin justement de vous programmer le premier comité consultatif autour du terrain du tennis et autour du terrain, bien sûr, pour tous les aménagements du City Park. D'accord ? Alors, PCS, plan communal de sauvegarde. La loi nous oblige et nous prescrit. Nous avons donc aux différents mandats à chaque fois décidé de plans communaux de sauvegarde. Comment réagir en cas de problème spécifique grave sur la commune de Clavette. Ça concerne les risques comme le transport de matières dangereuses. N'oubliez pas que la 108 est ouverte au convoi exceptionnel, qu'on pourrait avoir des matières dangereuses. Risques naturels comme les orages violents, les tempêtes. Même si nous avons des référents de tempêtes, la commune doit être mobilisée autour d'un accompagnement en cas de tempête exceptionnelle. Séisme, canicule, conduite de gaz, risques liés aux lignes électriques, risque incendie, neige, verglas et pandémie. Ça tombe bien, il y a aussi la pandémie. En fait, sur le PCS actuel est relativement complet, puis c'est celui qui avait été refait au dernier mandat. Il y a quelques points à compléter, par exemple, page 5, il va falloir que nous rajoutions également les connexions Clavette-Bourgneuf, Clavette-la-Junte sur la départementale 203. Page 9, nous avons besoin également, là on a la dernière délibération du conseil municipal qui datait de 2018 en fait. Donc il faudra joindre la délibération de ce soir pour compléter le dossier. Page 21 du PCS. Alors, page 21, donc on est dans le risque pandémie grippale uniquement. Bien évidemment, nous allons rajouter Covid et autres pandémies.
Donc, ça demandera à être complété. Nous allons devoir travailler sur le sujet et faire une commission pour ceux qui souhaitent y accepter de façon à étoffer un peu. C'est Patrick Combé chez nous, le responsable des services techniques, de toute façon, qui a déjà beaucoup travaillé sur ces dossiers et qui accompagnera les élus pour la mise à jour. C'est à partir de la page 23 que vous avez besoin ce soir de vous exprimer, puisque le PCS prévoit dans le cadre des alertes. Alors, quand on dit alerte, ce n'est pas un petit coup comme ça, c'est vraiment une alerte globale, municipale importante. Donc, de mettre en place des élus à des postes stratégiques, évidemment, avec donc un élu titulaire et un référent. En fait, il nous faut donc bien sûr quelqu'un qui sera l'interlocuteur témoin, gendarmerie, préfecture, qui sera basé à la mairie en tant que PC central, etc., pour coordonner. En l'occurrence, évidemment, c'est le rôle du maire dans cette histoire, donc je ne vous propose pas de vous mettre. Mais par contre, au niveau, par exemple, secrétariat communication, coup de fil, suivi complet, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient intéressées donc, pour gérer ça? Je sais que Cathy Neuvial, Cathy, si vous êtes d'accord, ou si quelqu'un veut prendre sa place, il faut le dire. Par contre, elle a besoin d'une suppléante. Ou d'un suppléant. Nadège Bordereau, très bien. Suppléant Nadège. On finira de le compléter tous ensemble après à l'occasion de commission, mais l'avantage d'avoir tout le monde autour du conseil permet d'aller plus vite. Sur la logistique, évidemment, Xavier Lannelongue, en tant que premier adjoint en charge des voiries, bâtiments communaux, etc., qui a la possibilité de prendre le poste, si vous êtes d'accord, évidemment, mais il a de toute façon besoin d'un suppléant. Je voulais proposer, parce qu'il faut, pour la logistique, il faut savoir où est le matériel, clairement, où sont les véhicules, les clés des véhicules, où sont, je ne sais pas, les perceuses, où sont tous ces éléments-là. Donc, je voulais proposer ou à Jean-Jacques Snoek ou à Christophe Miquan, éventuellement, d'intégrer la logistique aussi avec Xavier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ça n'intéresse pas Jean-Jacques. Christophe Miquan est d'accord. J'ai besoin... voilà. Ça, c'est OK. Donc là. Pour la partie alerte population, pour ce qui est établissement recevant du public, donc accompagnement des populations au niveau des lieux qui reçoivent du public, dans le cadre de l'alerte population, j'aurais besoin de 2 personnes, pareil, titulaires et suppléants. Chantal, ERP, est-ce que quelqu'un d'autre? Stéphane? Chantal et Stéphane, d'accord. Bon, après, on peut modifier. Hein, si vous n'êtes pas, réfléchissez à la question, voyez avec les autres. Véhicules, gestion après des véhicules, alors, titulaires et suppléants. C'est-à-dire quelqu'un qui prendra la voiture, qui ira chercher Pierre-Paul Jacques, on lui dira attention, là il y a une personne qui a un problème, il n'y a plus de toit à sa maison, ou elle est toute seule au milieu de la route, ou n'importe quoi. Est-ce que, mais il ne s'agit pas de prendre des risques, ni de se substituer évidemment à la gendarmerie, aux pompiers ou n'importe quoi, mais donc servir parfois de chauffeur dans le cas d'urgence. Alors, évidemment, on est sur de la politique fiction. Là, on espère que ça n'arrivera jamais sur la commune, mais nous sommes quand même obligés de nommer des personnes. Donc, Nathalie, à un moment, tu t'étais toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Brice, éventuellement. Pomerou,
sur Pommeroux, on a proposé il y a 2 hameaux à Clavette. Il y a Croixfort et il y a Pommeroux. Donc on s'était dit dans le cas de Pommeroux, 2 personnes sont concernées directement par Pommeroux. C'est Bertrand No, éventuellement, qui a de la famille, des terrains là-bas, etc. Et Antoine, évidemment. Si vous êtes d'accord tous les deux. Est-ce que... Alors, sur Croixfort, on a un conseil municipal, évidemment, basé sur Croixfort. C'est Fabrice Lefebvre, qui n'est pas là ce soir. Jean-Jacques est OK? T'es OK? Et Jean-Jacques comme suppléant. D'accord. Merci donc pour cette mise à jour déjà. On vous renverra à terme les dossiers bien complétés. Sachez où vous les mettez. Un endroit important parce que ça peut servir qu'une seule fois. On fera un exercice de simulation fin 2021 pour vous obliger à rechercher ce document partout entre, je sais pas, la lecture dans les toilettes ou le bureau ou quoi. Il y aura une version dématérialisée aussi, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais pensez à le mettre à un endroit où vous pourrez le retrouver facilement. Donc, nous sommes page 27. Alerte population ORP. Donc, pour informer les écoles, les maisons de convalescence, la MAM ou les MAM, s'il y en a 2 à venir avec, bien sûr, la Renaudière, s'assurer que l'information des personnes fragiles et isolées donc, est bien transmise. Vous avez, donc on mettra les noms des responsables par rapport à ce que vous m'avez donné en ERP, c'est-à-dire Chantal et Stéphane. D'accord. Et ensuite, avec le véhicule, Nathalie et Brice, en l'occurrence, on complétera les pages donc, par rapport à ce tableau. Je regarde ce qui nous manque. Je crois que page 42 aussi, j'ai une modification. Mais je vous demanderai de... On va refaire, voilà. Alors, page 42, on a un recensement des moyens humains. Donc, expert du corps médical. Donc, on a Mylène Valérius, infirmière. Nadine Snoek, Jean-Jacques, ta femme, comme infirmière. Si elle est toujours d'accord pour figurer en tant que recensement des moyens humains sur le listing. C'est au choix. Tu lui en parles quand même, c'est bien qu'elle le sache. Il y a le docteur Jabouille, le docteur Sauzé, il y a le cabinet de kinésithérapeute, et il y a également Christophe Billot, infirmier également, qui va être pour compléter. Il y a la liste, bien sûr, aussi d'agriculteurs. Pourquoi les agriculteurs? Ça peut être parfois pour disposer d'un tracteur déblayé, des choses comme ça. Donc, ça fait partie des listes qui nous sont demandées par la préfecture dans le cadre du PCS, puisqu'on est vraiment dans un suivi santé-sécurité. On a une liste au niveau des artisans. Alors, on a un peu remis à jour. Vous verrez un petit peu les noms qui ont été rajoutés par rapport à ça, et puis on aura l'occasion de faire une petite commission sur le sujet pour être sûr que tout est bien validé. Et voilà, pour les modifications par rapport au PCS, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Donc, on est vraiment sur l'article L125.2 du Code de l'environnement qui pose le droit à l'information de chaque citoyen. Donc, ce sera évidemment affiché à la mairie, mis sur le site internet de la commune. Donc, pour expliquer à la population les mesures de sauvegarde mises en place par le conseil municipal dans un cas extrême, hein, je le dis bien, et dans un cas qui ne se substitue pas aux forces de l'ordre, aux pompiers, etc. Et ensuite, le DICRIM, bon, c'est très simple parce que le DICRIM tient compte de... Alors, il faut que je le retrouve, je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. Le DICRIM, en fait, remet... Je ne sais pas où
Vous l'avez, le... Audrey, Non, je l'ai pas. J'en avais deux. Là, Est-ce qu'il n'est pas parti? Il a dû tourner. Il y en a pas un qui a un dicrime de couleur. Ah ouais. Ah les voilà. Enfin bon, le dicrime, c'est la même chose en fait. C'est un récapitulatif également des mesures. Voilà, vous l'avez à côté, c'est pas grave. Ok. Le dicrime donc récapitule les mesures de sauvegarde toujours dans le cas des risques majeurs, tempêtes, orages violents, séismes, transport de matières dangereuses, plan Vigipirate qui s'est rajouté sur le dicrime, donc sur lequel on va un peu développer la partie autour de l'école, puisque vous savez qu'on a dû renforcer tout ce qui est la protection des écoles dans le cadre de Vigipirate, les pandémies, une carte de surveillance par zone. Et là-dessus, donc page 15 du dicrime. Donc en fait, on liste rue par rue et on mettra à jour par rapport aux éléments du PCS, c'est-à-dire qui est alerte population, qui est référent tempête, ça les éléments que vous nous avez donnés, qui est à la logistique, à la communication, sur Pomereux, sur Croixfort, etc. Donc c'est un premier élément d'information à porter à connaissance. On le complétera dans les semaines à venir et il sera renvoyé de façon définitive à l'ensemble des élus, de façon à ce que vous sachiez bien en cas d'urgence ce que vous devez faire, qui intervient, qui il faut contacter, parce que même si vous n'êtes pas sur la liste directement, le fait de l'avoir vous permet tout de suite de téléphoner à la bonne personne dans le cadre d'aide et d'accompagnement sur vos différents territoires, rues et quartiers de Clavette. D'accord? Quelques questions là-dessus? Non. Ce sont des documents qui sont des documents bien évidemment obligatoires à remplir au niveau de chaque conseil municipal une fois par mandat. Mais pour être sûr qu'on n'oublie pas, on fera une ou deux simulations dans le courant du mandat. Voilà, la séance est levée. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre travail. Et puis à très bientôt.